Et donc, je vais vous présenter rapidement nos intervenants, mais au préalable, effectivement, je voudrais vous donner quelques informations techniques. La première, c'est qu'on va enregistrer cette réunion. Donc, pour pouvoir, dans un deuxième temps, la repasser sur notre chaîne YouTube, ce qui est notre habitude de faire en sorte que les webinaires puissent être revus pendant plusieurs semaines après, pour ceux qui n'auraient pas pu venir. Donc, si vous avez des propos à tenir, des questions à poser, sachez que vous serez enregistré. Voilà, c'est un préalable qu'on doit vous informer de cet état de fait. Alors, deuxième chose, donc effectivement, pour faciliter la compréhension, on va vous demander à chacun d'éteindre vos micros. Vous pourrez poser des questions donc à la fin de la réunion, je pense vers 9h45 à peu près, on va démarrer une partie questions. Mais vous pouvez aussi, dans Teams, vous le savez, poser des questions par écrit, donc vous gênez pas tout au long de la réunion. Si vous avez des questions écrites à poser, on pourra donc les lire à la fin et puis les poser à nos intervenants si vous avez besoin de précision sur tel ou tel point. Voilà, donc là, il est 9h02. J'attends encore deux minutes et puis on va peut-être démarrer avec la présentation de nos intervenants. Puis, autre précision, si vous souhaitez, donc vous pourrez recevoir, enfin on va le faire systématiquement, je pense vous envoyer la copie de ce PowerPoint à tous ceux qui étaient inscrits à la réunion. Donc inutile de recopier ce que vous allez voir à l'écran, ça va vous être envoyé à l'issue de la réunion. Voilà. Bien, il est 9h04. Je propose qu'on commence cette réunion. Donc, merci d'éteindre vos micros si vous voulez bien. Voilà, donc l'objectif de ce webinaire, hein, c'est de s'adresser à de très jeunes entreprises, puisqu'on a ciblé des entreprises créées depuis 2, 3 ans au grand maximum, ainsi que à des personnes qui fréquentent actuellement la maison de la création, qui s'interrogent sur leur volonté, leur capacité, leur envie, leur possibilité de créer une entreprise. Donc, on est dans une phase d'interrogation et il est utile de voir à travers les témoignages des invités qu'on va avoir qui ont l'habitude de pratiquer la création d'entreprise, de voir les problèmes qui peuvent se présenter au moment de la création en termes de problèmes techniques, mais qui ont toujours un impact sur la trésorerie. Et donc, effectivement, nous, on voulait vous attirer pardon, votre attention sur c'est de la difficulté de gérer cette trésorerie au moment du lancement, qui est toujours un peu une phase difficile, et donc d'éviter un certain nombre d'erreurs peut-être que d'autres ont pu faire. Donc, il est toujours important d'apprendre des erreurs des autres et d'essayer de ne pas les commettre. Voilà, donc je vous présente tout de suite nos intervenants. Ils seront donc trois conseillers d'entreprise en matière de création. Donc la première, donc Jeanne Lassoued, donc qui est une collègue de la Chambre de commerce, qui est basée donc à la Maison de la Création et donc dont le travail consiste à accueillir des créateurs et puis voir avec eux comment ils peuvent bâtir leur projet, leur business plan, etc.
Donc, ça fait quoi, j'ai une dizaine d'années que t'es là, à la CCI, donc tu as vu un certain À nombre la de... CCI, une quinzaine d'années, le temps Une passe. quinzaine, oui, voilà, je te rajeunis, très bien. Voilà, deuxième intervenante, c'est Madame Elisabeth Facon, donc qui est correspondante petite entreprise et PME à la Banque de France. Alors, c'est un titre qui englobe pas mal de fonctions, mais entre autres, c'est celle de sensibiliser les entreprises et de les former à ces problématiques. Donc, elle a vu effectivement aussi pas mal de cas, puisqu'elle s'occupe entre autres choses également la médiation du crédit, c'est-à-dire les cas où les entreprises ont des difficultés avec leur banque et donc souvent pour des problèmes justement de trésorerie. Donc elle a pas mal d'expérience dans ce domaine. Et puis le dernier, c'est donc Monsieur Jean-Christophe Suzanne, donc qui est directeur d'une agence du crédit industriel à Trélazé, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est bien ça, oui. Voilà, vous, vous accueillez effectivement des créateurs, mais pas que, hein, aussi des entreprises qui ont déjà quelques années, s'ils sont vos clients, et donc vous allez pouvoir nous expliquer les erreurs également que vous voyez commises, comment en fait dans une partie où qu'on va avoir en fin de réunion un échange entre nous sur comment vous traitez et comment vous négociez ou quelles sont les demandes qui vous sont faites par toutes ces jeunes entreprises et comment la banque finalement interagit avec elles. Voilà un petit peu. Donc, on va commencer sur une première partie qu'on a voulu un peu illustrative des difficultés qu'on peut rencontrer dans les entreprises en création et des cas qui se produisent assez fréquemment. Alors, un premier cas, c'est lorsqu'on doit effectivement créer une entreprise, on commence par réunir des capitaux et donc bah, ces capitaux, ils ne sont pas toujours au rendez-vous lorsqu'ils devraient l'être. Donc là, Monsieur Suzanne, je crois que vous avez des exemples assez précis en la matière. Oui, bonjour à tous. Oui, alors précis, je ne vais pas rentrer dans le détail des clients, mais effectivement, c'est des cas qu'on a de manière assez régulière. On a des créateurs qui viennent nous présenter des plans de financement dans lequel il y a une partie, hein, sans rentrer dans les détails comptables, d'apport, que ce soit d'eux-mêmes ou d'autres associés. Et puis en face, on va mettre les prêts bancaires qui vont avec. Et puis, en fait, assez rapidement, l'apport qui avait été prévu dans le plan de financement ne vient pas. Alors, par temps, parfois, il y a des demandes de subventions qui sont faites mais pas obtenues, ou des fois qui ne sont même pas faites parce que le créateur se lance, ça démarre plutôt bien et tant mieux. Et puis, il ne s'occupe plus vraiment d'aller chercher l'argent peut-être qu'il avait prévu au départ. Donc voilà, donc ça, c'est des cas multiples, en tout cas sur les causes, mais qui arrivent souvent à la même problématique, c'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, bah, cet argent-là, elle va manquer dans la trésorerie de l'entreprise et ça peut créer une difficulté malgré le fait que l'entreprise fonctionne. Voilà. Très bien, un bon exemple, effectivement. Alors, deuxième exemple, alors multiples ceux-là, c'est les aléas de chantier ou administratifs qui peuvent retarder le démarrage de l'activité. Alors là, on a plusieurs exemples hein, qui arrivent. Donc, par exemple, techniquement, ce sont des malfaçons dans le chantier. Donc, Gianne, tu as des cas dans ce cas-là, effectivement. Oui, dans l'accompagnement de commerçants plus particulièrement. Et je pense que j'ai davantage connu le cas de commerçants qui ouvraient avec du retard que de commerçants qui ouvraient à la date envisagée. Assez typiquement, c'est le fait que vous prévoyez en rentrant dans un local des frais de rénovation, de peinture sur les murs, et puis vous vous rendez compte que finalement, bah, c'est bien plus que ça qui vous attend. Il y a eu peut-être des malfaçons sur l'étanchéité, sur l'accessibilité, les travaux de mise en accessibilité ou bien vraiment des problèmes plus type, faut refaire le sol ou je pense à des activités notamment de restauration où là, parce qu'on a un nouveau concept, on envisage des travaux un peu plus importants et on se rend compte également que dans la cuisine, les normes quant à la haute ou l'extraction sont pas respectées. Là, vous vous retrouvez avec des factures qui peuvent être de 10, 20 000 euros à rallonger. Donc, c'est à la fois payer ces travaux, supporter donc toutes les charges liées au fait que bah, vous n'avez pas ouvert à temps. Donc, en attendant, les charges continuent de courir et vous perdez du chiffre d'affaires. Et là où vous envisagiez peut-être d'ouvrir, et ça, j'en ai plusieurs en tête qui se disent bah, au mois de mai, juin, on va ouvrir au beau jour, et puis finalement, on ouvre au mois d'octobre.
En attendant, il s'est passé 4-5 mois, vous avez creusé dans votre trésorerie et c'est des cas où parfois, clairement, je pense à une activité, elle ne s'en est pas remise. C'est-à-dire qu'elle a ouvert au mois d'octobre et elle a été placée en liquidation au mois de juin. Euh, Parce que voilà, elle ne s'est pas remise de ses problèmes de trésorerie. D'autres ont tenu bon et ont été chercher des financements. On pourra peut-être parler d'initiative en joue à un moment, chercher une rallonge. Mais voilà, quand il y a des pertes la première année, ça peut être compliqué encore la deuxième année. Donc ça, c'est assez, je vais pas dire courant, mais fréquent dans l'ouverture de commerce. Tout ce qui a trait en fait à un état des lieux, un diagnostic du On va y local. revenir tout à l'heure un peu sur les conseils préalables un petit peu à la création sur ce plan-là. D'accord. Alors, il y a aussi des problématiques purement administratives pour l'ouverture. Alors, je pense que là, Monsieur Suzanne, vous aviez aussi un exemple avec un Oui, là, hôtel. j'avais pris un exemple très concret. Là, pour le coup, c'était un hôtel qu'avait prévu, mais j'ai envie de dire, là encore, c'était à peu près la même idée. Ouverture au mois de mai pour démarrer la saison touristique, etc. Et ben, tout simplement en retard dans la commission de sécurité. C'est-à-dire que la commission de sécurité n'est pas passée forcément à temps, ou elle est passée, elle a fait des réserves, donc ça a nécessité, alors là, pas forcément beaucoup d'argent, mais évidemment, ça a pu décaler l'ouverture de 1 mois, 2 mois. Et ben, quand on est sur des activités touristiques, 1 ou 2 mois, voilà, c'est de l'argent qui ne rentre pas, qui était prévu, là encore, on va dire, dans le business plan, et qui peut vraiment générer des décalages. Donc là, c'est un exemple très concret qui n'est pas le fait du porteur de projet. Voilà, c'est peut-être là-dessus où je voudrais revenir aussi, c'est que c'est des choses qui sont un peu en dehors, mais quelque part, le porteur de projet doit aussi anticiper ou prévoir, si tant est que ça se prévoit, un peu ces décalages. Voilà. Madame Facon, vous aviez un autre exemple, je crois, sur le permis de construire ou... Oui, bonjour à tous. Effectivement, en fait, dans la poursuite de ce qui vient d'être dit, en fait, quelquefois, une entreprise est créée par un effet d'aubaine, enfin, un effet d'un marché qui se crée, et un permis de construire qui peut déclencher, en fait, une prise de commande peut quelquefois être décalé dans le temps, des délais administratifs, des autorisations qui n'arrivent pas ou qui arrivent tardivement, et l'entreprise démarre avec retard, en fait. Et ça peut bien évidemment provoquer un décalage de trésorerie tel que expliqué précédemment, en fait. Donc, là, on est plutôt dans des délais administratifs chez les clients, en fait, des clients de D'accord. l'entreprise et non pas de l'entreprise elle-même. Oui, oui, c'est effet, OK. Mais merci. C'est qu'une négocier avec des fournisseurs qui est toujours indispensable lorsqu'on a des achats pour commencer l'activité. Donc cette négociation, elle peut être mal cadrée d'emblée et donc impacter tout de suite la marge et la trésorerie telle qu'elle avait été imaginée. Donc je crois que Gilliane, tu as un Oui, exemple récent là-dessus aussi. et exactement. Il y a des secteurs d'activité spécifiques, ou de manière assez spécifique, on peut avoir l'habitude d'avoir des remises du fournisseur envers son client. Donc, le commerçant, lui, table d'emblée au démarrage de son activité en disant, je vais bénéficier de ces remises et calcule ses marges en conséquence. Également l'acquisition du stock négocié. Et en réalité, ça se passe pas comme ça parce que l'entreprise étant nouvellement créée, le fournisseur n'a pas d'antériorité. Enfin, le commerçant n'a pas d'antériorité à faire valoir auprès de son fournisseur. Et pour le coup, bah, vous payez plein pot le stock. Et en plus de ça, comme vous venez de créer, on vous demande de payer comptant. Donc, c'est à la fois sortir davantage d'argent pour l'acquisition du stock et le payer tout de suite. Et ça fait partie clairement des choses qui sont des points de vigilance. Donc, ne partez pas non plus trop optimiste sur ces éléments-là. Et puis, on en reparlera tout à l'heure aussi. C'est la relation avec le fournisseur sur le montant minimum de commande. Et ça fait partie des choses, la première année, qui sont des points de vigilance sur ces aspects. OK. Alors, un autre point ben là, qu'on peut imaginer qui arrive tout le temps, c'est le problème économique général. Ça peut être une augmentation forte du coût d'une matière première, que sais-je, moi, le chocolat ou un minerai, ou, voilà, donc qui fait que on a tout d'un coup les prix qui augmentent, des fournisseurs qui sont plus, qui ont plus de stock et ça prend beaucoup plus de temps, mais ça peut être le cas aussi pour des matériels. Donc là, je crois que tu avais un exemple aussi, Ouais. Jeanne, là-dessus.
Exactement, dans le secteur café-restauration également, on peut avoir des machines spécifiques, hein. Et ces machines, j'ai en tête quelqu'un qui a attendu 2 mois. Donc, son ouverture a été repoussée également 2 mois parce que la machine n'était pas prête, parce que le fournisseur n'avait pas ses pièces. Et on peut repenser comme ça à toutes les tensions apparues suite Ouais, bon. à la guerre en Ukraine, hein, également, Oui, mais bien également sûr, sur dans l'énergie. l'électronique, ça c'est régulier, Exactement, effectivement. Oui, on manque de exactement. composants, etc. Ouais, Voilà, effectivement. donc ça fait partie des imprévus pour pouvoir supporter ce décalage. Voilà. Et puis, un dernier cas qu'on voulait évoquer qui est un peu plus spécifique, c'est la reprise d'une entreprise. Parce que dans ce cas de figure-là, ben, on a toujours un matériel d'occasion à reprendre. Et donc, ça peut être une source de problème. Donc là, c'est Monsieur Suzanne, je crois, qui avait un bon exemple. Oui, alors Euh, j'avais pris un exemple, mais on pourrait en trouver d'autres. Alors, désolé, hein, sans stigmatiser, j'avais pris l'exemple du boulanger, c'était pour que tout le monde comprenne bien. Et effectivement, donc on rachète un fonds de commerce de boulangerie avec un four qui a été mal expertisé, pas expertisé, peu importe, on mettra le nom qu'on veut. Et il s'avère que bah, le four est défectueux très rapidement après le démarrage. Donc, un boulanger sans son four, ça ne fonctionne pas. Et là, évidemment, ça va nécessiter un achat incontournable d'un four neuf. Donc, voilà, alors, ça peut être la même chose hein, pour un cuisinier avec son four également, hein, mais voilà, c'est son matériel qui coûte cher. Et effectivement, un peu des fois dans la précipitation du rachat du fonds de commerce, dans la pression du vendeur, parce que c'est quand même des choses qu'on voit. Voilà, le repreneur peut en tout cas passer un peu à côté vraiment de la surveillance de ce genre de matériel, alors que c'est quasiment, quand c'est le matériel incontournable au fonctionnement, ça nécessite en tout cas d'y prendre un peu le temps ou de faire venir un autre professionnel pour avoir un avis, en tout cas sur la qualité du matériel qui est repris. Et ça, souvent, voilà, c'est des cas qui sont là encore pas rares. Et dans la rachat dans fonds de commerce, c'est souvent quand même dû, là effectivement, je ne l'avais pas forcément dit à la préparation, mais un peu à la pression des fois qui est mise par le vendeur de faire vite et on pourrait passer un peu à côté. Voilà, donc un petit peu de temps des fois ne fait pas de mal. et je crois que ce cas, vous l'avez vu plusieurs fois, le Oui, oui, problème chez je le l'ai eu. boulanger. Oui, oui, alors boulanger, je pense un exemple m'est revenu avec le four à pizza, mais oui, oui, c'est des cas qui reviennent, voilà. Et en fait, c'est vrai que je l'avais donné à la préparation et j'ai repréparé et pour aussi des fois donner une cause là encore parce qu'on a en face de nous peut-être des futurs repreneurs, donc c'est pas forcément de leur dû. Je préfère aussi là-dessus insister, mais ne pas forcément céder à la pression qu'on peut avoir du vendeur du fonds de commerce hein, ou de l'intermédiaire et de dire, voilà, bon, moi j'ai un doute, je repasse avec quelqu'un du métier pour faire un petit tour quand même le four, je voudrais quand même voir ce qu'il y a derrière. Il peut être en état moyen, après, bah, il faut juste le réadapter et réadapter le plan de financement, en fait. Ce n'est pas irréversible, hein, ça ne veut pas dire que faut Oui, pas bien y sûr. aller, mais le savoir, c'est vraiment important. Voilà. OK. Bon, donc sur cette première partie, on va s'arrêter là parce qu'il ne s'agit pas de complètement dissuader les gens, hein, mais Voilà. c'est quand même c'est important d'attirer l'attention sur ces problèmes qui se produisent régulièrement, on ne va pas dire tout le temps heureusement, mais qui se produisent régulièrement et sur lesquels il faut donc apporter une attention et surtout prendre son temps. Finalement, c'est ce qui ressort de ces exemples, c'est qu'il ne faut pas se précipiter parce qu'il y a des vérifications à faire, des choses à ne pas rater, genre est-ce qu'on a besoin d'une telle autorisation administrative, etc. Est-ce qu'on l'aura à temps, etc. Voilà, un certain nombre de points déjà qui sont des points de vigilance sur lesquels faut rester focalisé. Alors, on va maintenant, dans une deuxième partie, aborder des conseils de gestion assez généraux, mais qui sont toujours bons à rappeler. Donc là, je vais demander à Madame Facon et puis à Gian, effectivement, d'alterner pour expliquer un petit peu ces choses-là. Alors, la première, bah, écoutez, on vient de le dire, quoi, c'est toutes ces difficultés techniques ou administratives qui se présentent. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter un peu d'avoir ces mauvaises surprises? Là, juste pour rebondir avant de laisser la parole à Madame Facon, ce que disait Jean-Christophe Suzanne, faites-vous entourer, pardon, de professionnels. Vraiment. Non, mais parce que Jean-Christophe, tu évoquais l'anecdote du boulanger et moi j'ai en tête des food trucks où le véhicule
peu de temps après, on se rend compte que finalement, le garagiste a peut-être pas fait exactement les travaux qu'il fallait. On n'est pas mécanicien, on n'est peut-être pas réparateur, donc faites-vous entourer de professionnels, quoi. En tout cas, c'était le conseil C'était pour le rebondir. fond, oui. Voilà. Alors en fait, si je reviens donc sur la problématique trésorerie de manière plus générale, en fait, effectivement, il est nécessaire d'anticiper, il est nécessaire de faire le tour en fait du projet de création ou de reprise pour donc bien anticiper tous les aléas de trésorerie en fait. Euh, Ensuite, le point sur lequel je voudrais bifurquer, en fait, c'est d'adapter le financement à la durée de vie de vos achats, de vos investissements. En fait, on veut dire par là que lorsqu'on a un besoin d'un matériel, en fait, il est pertinent d'essayer de trouver un financement long terme. Lorsqu'on investit, lorsqu'on achète le four à pain, si je reprends le food truck, des éléments structurels, eh bien, le financement à mettre en place en face de ce besoin, en face de cet investissement, ce n'est pas du court terme, ce n'est pas votre trésorerie. Dans la mesure du possible, il est bien de trouver un financement long terme. Le financement long terme, donc Monsieur Suzanne, il viendra certainement après, ça peut être un peu de crédit bail, ça peut être un peu d'emprunt long terme. En fait, c'est un financement qui va structurer l'entreprise. En effet, si vous utilisez votre trésorerie pour ces besoins, en fait, lorsque vous allez faire votre apport, en fait, vous aurez donc de la trésorerie à la création de l'entreprise. Si cette trésorerie est utilisée pour les investissements, eh bien, en fait, cette trésorerie ne pourra plus l'être, puisque déjà dépensée, pour financer votre cycle d'exploitation. C'est là, en fait, où je vais bifurquer vers le besoin en fonds de roulement, le BFR, en fait, qui est le nœud essentiel du pilotage de la trésorerie, en fait. Tout à fait. On l'a mis en rouge cette partie-là parce que c'est vraiment hyper important, c'est de trouver les financements long terme avec les investissements long terme. C'est vraiment essentiel. On a vu, on estime trop souvent des gens parce qu'ils étaient pressés acheter des matériels avec leur trésorerie, avec leur apport, au lieu d'essayer de le financer avec des crédits qu'ils auraient pu trouver auprès d'un financeur. Alors c'est vrai que ça va être plus long, il va falloir faire un dossier, etc. Mais comme vous le disiez, c'est l'argent que vous avez dépensé pour acheter un matériel, ben, vous l'avez plus après pour le stock, pour faire un crédit au client, etc. Donc c'est vraiment le point clé là, d'où le fait de l'avoir mis en rouge sur ce document. Voilà, je vous ai coupé, pardon. Alors, piloter le BFR. Alors, tout d'abord, le BFR. Je vous propose un petit rappel en fait sur ce qu'est le BFR. Donc, le BFR, en fait, c'est le besoin de trésorerie qui va être nécessaire en fait pour financer votre cycle d'exploitation. En fait, chaque entreprise a un cycle d'exploitation, c'est-à-dire qu'elle doit faire face à des décalages de paiement en fonction de son activité. Si je rebondis sur un cas que tout le monde connaît, en fait, je profite du cas cité par Monsieur Suzanne du boulanger. Le boulanger va devoir bien évidemment commencer à payer son stock, à payer ses loyers, enfin à payer différentes charges avant de pouvoir mettre en vente en fait certains produits. Et donc en fait, il aura donc à financer différentes charges, mettre en vente. Ces ventes, en fait, pour certaines, vont faire l'objet de factures qu'il recevra au bout d'un certain délai. Et en fait, en face, il y aura donc des dettes fournisseurs qui vont permettre de financer tout ou partie les charges initiales. Pour autant, en phase de création, les fournisseurs acceptent peu de délais. Comme ça a été dit précédemment, lorsque vous allez acheter en fait vos matières premières ou alors lorsque vous devrez payer votre premier loyer, la facture d'énergie, le ou les premiers salaires, enfin les différentes charges ou différentes taxes, eh bien en fait, vous n'aurez pas de délai dans un premier temps. Donc la dette fournisseur sera très restreinte dans la première partie de la création de votre entreprise, dans le timing. Le stock sera présent, donc le stock c'est de l'argent immobilisé et selon votre modèle économique, si vous êtes en B2B, c'est-à-dire que vous vendez à des clients entreprises, eh bien en fait, eux auront un délai de paiement. Et donc les éléments qui constituent le BFR d'exploitation, eh bien en fait, c'est l'argent immobilisé qui est représenté par les stocks et les charges déjà payées, les créances clients, l'argent qui est dehors, vos ventes que vous n'avez pas encore encaissées, et
le poste fournisseur et donc les dettes fiscales et sociales qui n'existent pas encore puisque vous ne bénéficiez pas de délai dans la première partie de la vie de l'entreprise. Donc, Quelques exemples hein, d'entreprises qui ont des BFR très élevés. tout à fait. Alors, si on prend donc une entreprise en fait qui produit, qui a de la production en fait et qui vend donc à des clients industriels, des clients artisans, des clients commerce, eh bien en fait, si le cycle de production est long, eh bien forcément le BFR qui va en découler sera long. Si je prends un exemple un petit peu atypique, si je prends par exemple un fabricant de jouets qui vendrait sa production à différentes grandes enseignes, eh bien en fait, il va donc produire l'essentiel des jouets. Eh bien, j'imagine un fabricant de jouets de bois, par exemple, il va donc se fournir en différentes matières, vendre l'essentiel de sa production au cours du dernier trimestre et encaisser donc les créances clients à l'issue des ventes, c'est-à-dire après la période festive de Noël. Et donc, il devra, dans mon cas un petit peu excessif, eh bien, financer une grande partie de sa production durant 5, 6, 7 mois, puisque les ventes aboutissent essentiellement en fin d'année. Donc, d'où la vigilance, en fait, même si ce cas excessif ne vous concerne pas, vous avez forcément des décalages dans votre cycle d'exploitation. À En contrario, opposé, on a aussi des métiers qui ont un faible, voire négatif besoin en fonds de roulement, donc où il y a peu de stock ou des choses comme ça, quoi. clairement. Donc, à contrario, certaines entreprises en fait ont peu de BFR, donc peu de besoins de trésorerie pour démarrer ou alors dans le cycle d'exploitation régulier. Et bien, ce sont des entreprises en fait qui n'ont pas de stock, ce sont des entreprises qui n'ont pas besoin d'achat de matière. Leurs charges se limitent aux charges habituelles, à savoir les différentes taxes, les factures d'énergie, éventuellement, bien sûr, les salaires de la personne ou des salariés. Et en fait, donc là, on a une absence de stock. Et également, en fait, un autre type d'activité, ça peut être donc les commerces de détail qui ont, eux, du stock, mais n'ont pas de créance client, puisque l'ensemble de la quasi-totalité de leur clientèle va payer au comptant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le poste créance client. Donc, si les deux premiers postes de la petite équation sur la deuxième ligne de la slide eh bien, en fait, disparaissent, c'est-à-dire, premier cas, service à la personne, les stocks sont quasi inexistants. Deuxième cas, négoce de détail, donc commerce de détail, eh bien, le poste créance client disparaît ou quasi disparaît. Eh bien, en fait, le BFR s'en voit évidemment bien réduit. Mais tout ceci, en fait, ce BFR doit être anticipé. Vous ne connaissez pas le montant de vos ventes futures, mais vous connaissez en fait votre modèle économique et vous savez d'ores et déjà si vous aurez besoin de stock ou si votre modèle va générer des créances clients, en fait. Un autre point, c'est que le BFR évolue avec le temps, puisque le chiffre d'affaires va bouger. Donc, il y a une croissance ou une décroissance en proportion en général. Clairement. Donc, lorsqu'une entreprise démarre, lorsqu'une entreprise qui a déjà démarré donc en activité voit son activité progresser, donc ce sont deux situations un peu analogues dans les répercussions sur la trésorerie, eh bien en fait il y a toujours un décalage. Une entreprise qui démarre ou une entreprise qui progresse voit en fait donc les éléments de son BFR progresser et donc son besoin de trésorerie croître puisque les encaissements vont arriver avec un temps de retard. Euh, Par conséquent, en fait, il est important dans ce cas d'estimer le besoin en fonds de roulement pour que en fait, l'entreprise puisse mettre en face une solution de financement. La première solution de financement de ce besoin en fonds de roulement, eh bien, c'est les résultats précédemment générés par l'entreprise. Donc, en fait, c'est le fonds de roulement, c'est l'argent disponible dans l'entreprise via en fait des éléments structurels dans l'entreprise qui vont être capables de couvrir ce besoin en fonds de roulement et donc de générer, et l'entreprise aura donc suffisamment de trésorerie
pour financer donc ce besoin en fonds de roulement et éventuellement cette croissance de besoins de trésorerie. Dans le cas contraire, eh bien, en fait, il faudra qu'elle se fasse accompagner en fait, par sa banque, par différents partenaires en fait, pour mettre en place des lignes de financement qui vont permettre donc de financer ce besoin de trésorerie supplémentaire dans le cadre notamment dans le cadre de la croissance. Alors non seulement ça évolue au fur et à mesure des années, des chiffres d'affaires qui évoluent, mais ça évolue même au courant de l'année, puisque les achats, la saisonnalité des ventes et des achats, elle diffère régulièrement. Donc là, Monsieur Suzanne, vous, en tant que banquier, vous êtes bien placé pour voir les différences de besoins entre le printemps, l'été, l'hiver. Donc, est-ce que vous avez des exemples là à nous donner Oui, ouais. Voilà, oui. Alors, des exemples concrets, oui, c'est ça. C'est que bon, là, on est sur des fondamentaux qui, quand on fait une photo à un instant donné, bah, effectivement, on peut avoir un besoin en fonds de roulement négatif. C'est-à-dire que sur l'année, il n'y a pas de besoin de trésorerie, hein, pour faire assez simple. Mais en revanche, ponctuellement, on peut avoir une entreprise qui a un besoin, qui a vraiment un besoin d'avancer de la trésorerie. Et pour autant, ça ne se lit pas, on va dire, sur les documents comptables. Donc, c'est là où aussi il faut, en tant que professionnel, bien comprendre justement son cycle d'exploitation, savoir l'expliquer et savoir le comprendre. Donc, des exemples concrets, j'en avais donné un, c'est typiquement le pâtissier, donc on vient de le dire, hein, un pâtissier, ça rentre un petit peu de farine, un petit peu d'œuf, si je peux dire ça comme ça, assez rapidement, et puis ça va vendre sur le mois. Donc en théorie, il y a très peu de stock, il n'y a pas de créance client parce que les clients les payent comptant. Et donc, en théorie, il n'a pas besoin. Alors, par contre, on peut se retrouver sur des moments, donc typiquement une fin d'année, où il va avoir besoin d'acheter, par exemple, son chocolat, donc pour faire ses bûches, les chocolats de Pâques à venir. Et là, depuis quelques années, entre autres, hein, les fournisseurs de chocolat, il n'y a pas de délai de paiement, ça coûte très cher. Et donc, il est obligé, hein, courant octobre, de rentrer un stock important pour pouvoir vendre sur, on va dire, 2 ou 3 mois. Et donc là, il y a un besoin en fonds de roulement dit ponctuel, c'est-à-dire que pour autant, on ne le retrouverait pas dans des documents comptables à l'année, mais qui nécessite quand même pour le professionnel d'avoir anticipé, donc d'avoir la trésorerie nécessaire justement pour faire cette avance et pour vendre au fil de l'eau. Donc c'est vraiment important, c'est d'avoir une vision un peu dynamique de sa trésorerie. Voilà, hein, c'est un peu aussi le petit conseil, c'est un tableau de trésorerie, il est dynamique, il est mouvant et il faut en tout cas le comprendre sur des choses assez simples. Voilà, donc là c'est l'exemple entre autres du pâtissier, il peut y en avoir d'autres, mais voilà. Oui, non, mais c'est très parlant. Merci beaucoup. Alors, donc maintenant, on Pierre, va. et excuse-moi de Pardon. t'interrompre, pardon. Je vois depuis tout à l'heure Éric Groux qui levait la main. Je pense qu'il y a peut-être le souhait d'intervenir. Ah, nous avons un expert comptable avec Voilà, nous, donc voilà. voilà. Et n'hésitez pas, voilà, à prendre la parole. Et ouvrir le micro pour qu'on vous entende. Éric, je pense votre micro. Alors, Non, le, bah, le écoute, micro n'est toujours pas branché. Ouais, votre non, mais micro, c'est. Éric. Ah, pardon, oui, je parlais dans le vide. Voilà, on vous entend. Excusez-moi. Oui, je voulais juste peut-être un peu faire rebondir sur ce qui avait été évoqué, mais pas pour comment dire, plutôt pour tout à fait aller dans le même sens. La trésorerie, c'est vraiment un problème de structure financière. Ce n'est pas un problème de court terme, c'est un problème de long terme. La trésorerie est la résultante de deux catégories de flux. Les flux du circuit financement-investissement, ça a été évoqué. Il faut bien trouver des financements extérieurs pour des investissements et garder sa trésorerie pour la deuxième catégorie de flux, c'est les flux liés à l'exploitation. La première catégorie de flux, je les contrôle parfaitement. Je sais quand est-ce que je rembourse et je décide d'investir à telle ou telle date. Les flux du circuit exploitation, je ne les contrôle pas. Dans la première catégorie, ils sont ponctuels, ils sont très élevés. Ils peuvent déstabiliser fortement ma trésorerie, d'où l'intérêt de mettre un financement à long terme sur mon investissement à long terme. À l'inverse, les flux de trésorerie sont très fréquents. Je ne peux pas les contrôler, je ne peux pas les prévoir. Si on schématise un tout petit peu le besoin en fonds de roulement, donc le besoin de financement de l'exploitation, c'est lié à deux choses. C'est lié au délai de règlement, comme ça a été évoqué. Dans certains cas, je peux avoir un délai de règlement fournisseur, mais pas toujours, comme ça a été dit. Ou de l'autre côté, j'ai un délai de règlement client ou pas. Le client peut payer cash, ou au contraire, on est dans le B2B et il me paye avec un délai. Et c'est lié à une deuxième chose, c'est le niveau de transformation de l'entreprise. Plus je suis transformateur, plus j'ai un besoin de fonds de roulement élevé.
Si j'achète 10, ce que je revends 100 parce que je transforme, c'est clair que j'aurais beau avoir 90 jours sur mes 10, ça financera jamais 30 jours sur mes 100. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus je suis transformateur, plus j'ai un besoin de fonds de roulement, j'ai un besoin de financement de mon exploitation qui est élevé. Et puis, j'ai des fluctuations de trésorerie. Alors, pour résumer, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, c'est clair que euh, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Il y a toujours des aléas et il faut se border pour ces aléas. Si je fais le Vendée Globe, ben, une fois, je n'ai pas de vent, donc peut-être que je n'ai pas de vente. À la fête des mers, je vends des parapluies, il fait beau, ben, je ne vendrai aucun parapluie. Il pleut, ben, je vendrai plein de parapluies. Pareil pour les parasols, pareil pour les barbecues. Voilà. Bon. Si du 15 juin au 15 juillet, il fait mauvais, je ne vendrai pas de salon de jardin et je ne vendrai pas de barbecue. Après le 15 juillet, on n'achète plus ça. Et on est bien en univers incertain. Alors, et peut y avoir de la saisonnalité, comme ça a été évoqué. Hein. J'ai évoqué mes salons de jardin, mais ça peut être très bien les chocolats à Noël. Alors, ça veut dire qu'en matière de prévision, il nous faut deux outils. Il y a un premier outil, c'est un prévisionnel à horizon fixe. Pour 12 mois, tous les ans, je dois faire un prévisionnel et voir ma courbe, comment elle évolue, parce que j'ai une saisonnalité, et voir si les deux courbes, entre celle du circuit financement-investissement et celle de l'exploitation, ne font pas grand écart. Et puis, il faut que j'ai absolument un prévisionnel de trésorerie, cette fois-ci à horizon glissant, pouvoir dire à peu près à 2 mois, 3 mois, comment va évoluer ma trésorerie en fonction des échéances. J'ai des échéances tout à fait fixes. Ça peut être les salaires, ça peut être le loyer, puis j'ai des échéances évidemment qui peuvent être variables selon les achats que j'ai faits, par exemple pour les fournisseurs ou mes recettes en fonction des ventes. Si j'ai ces outils-là, je peux réagir. Je peux aussi anticiper. Je peux solliciter les financements qu'on évoquait et le banquier peut répondre et on lui inspire confiance parce qu'on a l'outil qui nous permet de piloter l'entreprise. On va montrer un exemple un peu plus loin, donc je vous coupe et Ok, puis allez, je m'arrête là. on continue, excusez-moi. Alors, bon maintenant, on va parler du pilotage du BFRE, parce que je dis BFRE parce que c'est bon, besoin de financement d'exploitation, le E, c'est exploitation. Hein. Voilà, donc le premier point, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, donc Jeanne, c'est cadrer les négociations avec les fournisseurs et plutôt que le prix le moins cher, il faut privilégier la souplesse quand on a des besoins d'acheter. Exactement. C'est vraiment l'idée que le stock, c'est de l'argent qui dort. Et plutôt que de subir ce qu'on a pu évoquer, le pouvoir de négociation de ses fournisseurs, et notamment de se laisser avoir en disant, ah, si je commande beaucoup, je vais avoir des remises clients. Ah, si je commande beaucoup, je vais bénéficier d'un franco de port. Euh, Il vaut mieux se dire, je commande une juste quantité. Je vais travailler sur peut-être des délais pour être réapprovisionné rapidement, régulièrement, plutôt que de surstocker et en plus de se tromper en réalisant des mauvais achats. Et voilà, ça fait partie des effets d'apprentissage. En tout cas, moi, il m'est arrivé de rencontrer des personnes, je me suis dit, ils avaient prévu large au niveau du stock de démarrage, puisqu'il y avait l'équivalent de 2 ans de chiffre d'affaires. Ça fait partie des choses. Ouais, exactement. Et en plus, tout ne tenait pas dans la boutique. Voilà. Mais bon, ça fait partie des choses où parfois le commerçant, par passion, se laisse avoir. Et il faut parfois poser un peu de raison dans tout ça et en mettant des chiffres, en traduisant en chiffres ce qui est acheté, ça peut faire prendre des décisions plus sages, on va dire. OK. Donc voilà, l'idée de ne pas surstocker non plus. Alors, être très rigoureux dans le suivi des rentrées d'argent et puis pouvoir facturer très rapidement. Donc là, je pense que vous avez tous des exemples, donc je vais vous laisser les évoquer. Alors, en fait, si je reprends la parole, effectivement, en fait, le souci du dirigeant, c'est peut-être de vendre, peut-être qu'il soit artisan ou commerçant. En fait, c'est la vente, sa principale préoccupation. Pour autant, la facturation doit être une préoccupation tout aussi importante. Donc, c'est de facturer rapidement, régulièrement. Mais une fois que la facture a été envoyée, eh bien, en fait, il faudra suivre que le délai de paiement soit bien, enfin, que le paiement arrive bien en temps et en heure, en fait. Il n'est pas anormal de faire un rappel à un client qui n'a pas payé ou qui paye avec un peu de retard, en fait. C'est même une bonne gestion.
cette partie peut effectivement être sous-traitée en fait si ça devient un peu compliqué pour le dirigeant qui ne pourra pas être sur tous les fronts. Je l'entends bien. Monsieur Suzanne, Oui, vous aviez des oui, exemples de oui, clients j'avais dans ce des domaine-là. exemples. Alors, je vais rajouter, alors, exemple, je vais pas faire un focus, mais c'est typiquement des métiers de l'artisanat. Je vais prendre, voilà, alors n'y voyez aucune méchanceté quand je dis ça, mais c'est des cas que j'ai eu assez régulièrement, des gens passionnés, extrêmement bons sur des. Donc, pourquoi l'artisanat? Parce qu'on peut être sur des chantiers de plusieurs jours, donc on n'est pas sur de l'artisanat de commerçant. Voilà, un pâtissier, il va encaisser tout de suite. L'artisan, il faut qu'il finisse son chantier pour facturer. Et puis bah, en fait, voilà, on a des exemples où certains chefs d'entreprise, bon, bah, ils préfèrent ou rentrer les chantiers, ou suivre les chantiers, ou faire les chantiers, mais passer quelques heures à faire tourner son logiciel de facturation, envoyer, relancer, c'est pas trop leur truc. Voilà, donc il y a beaucoup d'argent dehors et qu'ils ne rentrent pas. Et là aussi, bah, on se retrouve sur des phénomènes où il y a un problème de trésorerie sur le compte, alors qu'il n'y a pas de problème d'activité. Voilà, donc c'est vraiment des choses qu'il faut faire ou effectivement aujourd'hui, pourquoi pas se faire aider. Alors faire aider, c'est de la sous-traitance, mais il existe des personnes qui font ça très bien. Ça peut être 2-3 heures par semaine, la partie administrative, la partie compta, la partie relance. C'est un petit coût, mais c'est un coût qui est hyper intéressant justement parce que s'il y a un vrai suivi, ça permet de faire rentrer l'argent bien plus vite. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à être ouvert à ça si on n'est pas trop à faire ce genre de choses. Et ça peut se comprendre, mais la décision du chef d'entreprise, c'est que ça soit fait. Donc, quitte à le faire sous-traiter, ça, c'est pas trop un problème, mais au moins, il faut savoir prendre la décision. Jeanne, tu as Exactement. des exemples Ouais. aussi, je crois, oui. Bah, la même chose que Jean-Christophe, hein, pour pas cibler, c'est vrai qu'il y a cette problématique de l'artisan qui va être sur son chantier, qui n'est pas dans son bureau. Et moi, je l'ai entendu cette phrase plusieurs fois, je suis pas sûre d'avoir facturé tout le monde. C'est assez gênant. Et enfin, de l'autre côté, je vois de plus en plus de personnes s'installer en tant que on appelle secrétaire indépendant, secrétaire administratif ou assistant administratif qui vont être en point d'appui quelques heures par semaine et qui peuvent faire ce travail-là. Donc voilà, totalement raccord là-dessus. N'oubliez pas de facturer et de relancer. OK. Alors, jouez franc-jeu avec vos fournisseurs, notamment les banquiers. Donc, Madame Facon, là, vous aviez un exemple. Oui, en fait, certains fournisseurs pourront vous demander en fait des paiements donc par lettre de change, par traite LCR en fait. Donc, ce sont des paiements, c'est un engagement de paiement à une échéance future. Donc, c'est à bien mémoriser en fait. Quand je veux dire mémoriser, c'est-à-dire que lorsque l'échéance va se présenter, eh bien en fait, il faut que l'entreprise soit en mesure d'honorer cette dette, d'honorer l'engagement qu'elle a pris en termes de paiement vers son fournisseur. C'est important parce que déjà, il y va de la crédibilité de l'entreprise. Si le paiement n'intervient pas, eh bien, en fait, ça pourra provoquer quelques contrariétés au niveau du fournisseur qui ne voudra pas donc le livrer une prochaine fois. Et au niveau de la banque, ça pourra aussi porter préjudice puisque, en fait, la banque va rejeter les faits si la provision n'est pas sur le compte. Donc, en conséquence, lorsque vous signez ce genre de document, eh bien, en fait, si vous n'êtes pas pour différentes raisons évoquées précédemment, en mesure de payer cet effet, eh bien, en fait, il faut contacter le fournisseur, il faut contacter la banque et trouver une solution en amont de l'impossibilité du paiement, c'est-à-dire pas le lendemain ou le surlendemain, mais 2 ou 3 jours avant quand on voit l'impossibilité se déclencher, en fait. Alors, donc, ça génère quoi au niveau de la Banque de France? Une inscription? Il Alors, y a un donc, problème derrière? Oui. effectivement. Donc, si malheureusement le cas devait se présenter, en fait, donc un effet impayé, en fait, suite à une absence de provision sur votre compte, eh bien, la banque va automatiquement déclarer un incident de paiement chez nous à la Banque de France. Donc, chez nous à la Banque de France, que va-t-il se passer? Donc, votre entreprise, dès lors qu'elle est créée, elle reçoit une cotation. Eh bien, cette cotation, donc neutre dans un premier temps, en fait, puisqu'on n'a pas d'éléments défavorables vous concernant l'entreprise, eh bien, cette cotation va être dégradée. Et donc, une cotation dégradée va donc peut venir polluer en fait déjà votre relation auprès du banquier, même si celui-ci connaît bien votre situation, mais elle peut aussi empêcher l'entrée en relation avec un autre partenaire financier. Et si vous deviez faire l'objet d'assureurs crédits, enfin, vous deviez être
si vous étiez en fait couvert par l'assurance crédit pour l'un de vos fournisseurs, eh bien en fait, vous n'en bénéficieriez plus et par conséquent, vous pourriez aussi perdre ce relationnel avec différents fournisseurs. Donc ça peut être des conséquences assez sérieuses. Oui, en effet, en effet. OK. Alors, on l'a dit un peu tout à l'heure à travers l'intervention d'Éric Groux, c'est qu'il faut suivre la trésorerie à l'aide d'un tableau pour savoir où on va dans les prochains mois. Donc, Giane, tu nous donnes un Oui, exemple là. ouais, Alors, au besoin ouais, je vais aussi, faire le suivre lien. une formation préalable, ça va un peu ensemble, Ça hein, va de pair, effectivement. exactement. Voilà. Oui. Donc, juste sur la Donc, diapo d'après, Pierre, exactement. Ah non. Merci. Sur ce que vous voyez s'afficher, c'est un plan de trésorerie. On a évoqué tout à l'heure, vous avez dû entendre les termes d'outils dynamiques, outils de suivi. Ce que Jean-Christophe disait, c'est qu'à un moment, avec l'exemple du pâtissier, on peut avoir une tension sur un besoin en fonds de roulement très ponctuel, mais quand on regarde les choses à l'année, ça n'apparaît pas. L'idée du plan de trésorerie, il est très intuitif, je trouve, pour les créateurs d'entreprises, on est quasiment sur la réalité de ce qui se passe sur un compte en banque, mois par mois. Et c'est traité en TTC également. Donc, en phase de création, ça permet vraiment d'avoir une projection mensuelle des entrées et des sorties. On fait ça sur 12 mois, sur les 3 premières années. Ce que vous voyez tout en haut, c'est toutes les composantes des encaissements. En l'occurrence, là, c'est une activité de commerce, donc on va être sur les ventes de marchandises. Et puis en dessous, toutes les composantes des décaissements, donc tout ce qui va sortir de votre compte en banque. Ce qui est intéressant à regarder, c'est le solde de trésorerie qui apparaît tout en bas pour vérifier voilà, s'il y a des difficultés, c'est de pouvoir éviter ces problèmes de liquidité, peut-être de prendre les meilleures décisions à un instant donné, s'il faut choisir d'investir dans quelque chose ou au contraire se dire, attention, je vais avoir à un moment un besoin, je vais anticiper au mois d'octobre que j'ai besoin de Ouais. chocolat et donc de prévoir et de mettre en place les outils adaptés. Et ce que je trouve, sur la gestion de la excusez-moi, trésorerie. il y a quelqu'un, pardon, oui, Ah, oui, juste le coupez vos micro, micros, s'il vous plaît. c'était, oui. un webinaire de la CCI, tu vois. Donc, Voilà, je coupe le micro. Pardon. Donc, pour revenir à ce plan de trésorerie, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet de vraiment mettre le doigt et d'anticiper les éventuelles difficultés. Moi, le discours que je tiens vis-à-vis des porteurs de projets, de ceux qui sont en phase de création. Et ce qui va être difficile, c'est que la trésorerie, là, cette idée-là, c'est quelque chose de très intuitif. Mais on a des règles en comptabilité qui ne sont pas intuitives. Donc, on se retrouve dans le cas de figure où parfois, dans son compte de résultat, on observe la ligne tout en bas avec un résultat qui ne va pas correspondre à la réalité de ce qui se passe en trésorerie. Et la comptabilité n'est pas toujours super intuitive. Donc, je fais le lien entre le plan de trésorerie, qui est un outil de pilotage qui me semble très important, et la difficulté pour les créateurs d'entreprises de se mettre en tête certaines règles en termes de comptabilité avec des charges qui parfois ne sont pas déductibles et au contraire des décaissements qu'on ne retrouve pas dans le compte de résultat. D'où, pour moi, l'importance, si ce n'est la nécessité d'être accompagné. Et de deux manières différentes, je dirais. Il y a le métier que nous faisons, parce qu'on est une équipe de conseillers création, on va travailler sur des notions, enfin, sur ce qu'on va appeler la gestion prévisionnelle. Et ça, la gestion prévisionnelle, c'est pas la compta qu'on a pu apprendre à la fac ou dans les cours. On est sur tout ce qui a trait aux conditions de rentabilité. On va travailler sur des notions financières, économiques, très opérationnelles en prévision. Ça, c'est notre job dédié vraiment à l'activité que vous envisagez. Et à côté de ça, moi, ce sur quoi j'insiste aussi auprès des porteurs de projets, c'est d'aller se former, d'aller chercher des compétences, une montée en compétences sur de la compta gestion, c'est-à-dire savoir lire son bilan, savoir lire son compte de résultat. Et on a des formations à la CCI sur ces fondamentaux de la gestion. Et derrière se dire, je mets en place des outils de pilotage à travers des tableaux de bord. Quand on est dirigeant d'entreprise, on est très attaché à son savoir-faire, mais il y a la dimension de pilotage et de savoir que on doit être en capacité de piloter, c'est le terme, son activité, ça me semble fondamental. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus et c'est pour ça que c'est important de faire le parallèle pour moi en vous montrant un plan de trésorerie, que vous comprenez les enjeux, mais en vous disant que derrière,
Il y a une compétence à aller chercher en tous les cas sur les règles comptables et la gestion. Ok. Je t'interromps Voilà. parce qu'il est 10h Ouais, moins je 10, suis, donc je suis on bavarde. avance un peu, mais effectivement, l'intérêt du tableau de trésorerie, on voit bien là. On ne peut pas rentrer vraiment trop dans le détail, on n'est pas dans un cours de formation ici, mais simplement pour attirer votre attention sur les outils qui peuvent vraiment faire la différence. Donc, je voudrais qu'on aborde maintenant la partie relation bancaire, puisque quand même le banquier, c'est le partenaire clé du créateur à un moment donné. Donc, on va venir vers vous, Monsieur Suzanne, donc, pour évoquer cette relation avec le banquier. Donc, première question, tout à l'heure, Madame Facon a dit qu'il y avait une notation à la Banque de France pour tout créateur qui se créait. Est-ce que c'est pareil chez vous quand arrive un client inconnu, on va dire, votre première attitude vis-à-vis de lui, c'est quoi? C'est de lui mettre une note? Comment vous faites? Alors, je vais répondre à la question, je vais juste élargir très très rapidement et je vais aller dans le sens, oui, le banquier, c'est le partenaire clé avec le comptable ou avec l'accompagnateur en gestion. Voilà, c'est un trio. J'insiste là-dessus parce que le banquier, s'il n'a pas le plan de trésorerie, s'il ne comprend pas le plan de financement, il n'est pas beaucoup avancé non plus. Voilà, donc je dis souvent aux créateurs, faites-vous bien accompagner à la fois par la comptabilité et par le banquier. Voilà, au-delà de l'enseigne, j'insiste vraiment, il y a une histoire d'accompagnement. Voilà, donc je referme la parenthèse. Non, le début d'une relation commerciale, oui, il n'y a pas de secret là-dedans. Effectivement, il y a une notation qui est mise en face des clients. Un créateur, si on ne le connaît pas, la notation, elle est neutre. Voilà, elle n'est pas minorée, elle n'est pas majorée, elle est totalement neutre. Donc, on va se baser, nous, sur la personne qu'on rencontre, sur les éléments qu'il nous explique et sur les documents qu'il nous apporte. Voilà, ni plus ni moins. C'est pas Alors, c'est pas vous l'informatique qui avez va nous des mettre ça en outils place. pour vérifier ce qu'il vous dit? Comment vous faites? Oui, alors il y a des outils de vérification très standards sur la personne, hein, mais un créateur qui vient avec une entreprise qui n'existe pas, on n'a pas grand-chose à contrôler, donc on va contrôler des éléments très factuels. Voilà, tout ce qu'il va nous dire, on va essayer d'y apporter, s'il peut, des preuves. Alors ça passe par les choses assez standards, avis d'impôt, relevé de compte, mais ça c'est plutôt pour la partie perso. Et puis sur la partie pro, s'il nous explique de comment fonctionne son entreprise, si on peut avoir tout un tas d'éléments, c'est toujours mieux, mais ça va être très divers et varié en fonction de l'entreprise. Voilà, quelqu'un qui nous dit je lance un site internet, je sais pas, on va lui demander la maquette de son site internet pour aller voir pour ce genre de choses. Voilà, s'il rachète un fonds de commerce, si on peut, on va aller voir le fonds de commerce. Hein. On est vraiment sur du visuel, sur de l'écoute. Voilà. D'accord, vous sortez de vos bureaux, c'est très bien. Ah oui, on sort de nos, oui, on sort Oh, de nos l'image du bureaux, oui. banquier. Pas de Très bien. souci. Alors, plus concrètement maintenant, si je voulais obtenir un prêt pour des travaux ou du matériel, donc ce qui est le cas du créateur en général, donc quels documents sont nécessaires et si tous les documents vous sont fournis, combien de temps il faut pour étudier un dossier et donner une réponse en général? C'est des questions qui Bon, sont alors, souvent voilà. posées par Ouais, des... je vais essayer d'aller assez vite, mais effectivement, un dossier complet sur de la création pure. Donc, on va avoir tous les éléments sur la personne déjà, relevé de compte, tableau d'amortissement des prêts de la maison s'il y en a, avis d'impôt, le livret de famille, savoir s'il y a des enfants. Et puis à côté de ça, sur l'aspect dit professionnel, on va aller demander effectivement un document business plan, un prévisionnel comptable, des devis. Voilà, là on va venir typiquement, si j'achète tel type de matériel, pourquoi pas, mais combien il coûte. Les travaux, c'est pareil, avoir en tout cas des devis assez précis. Hein, on rentre un peu sur ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire que si on a des devis, potentiellement, c'est qu'on les a signés. Si on les a signés, on évite les dérapages. Si on évite les dérapages, on évite les problèmes de trésorerie. En tout cas, même si je rejoins ce qui a été dit, on ne peut pas tout éviter, mais il faut essayer de le limiter. Voilà. Et en fait, plus on a d'éléments, plus on va pouvoir être juste, concret et en tout cas limiter, si tant est que des fois il y en ait, les imprévus. Donc, on demande énormément de documents. Je reviens juste, ça c'est plutôt pour pas inquiéter, parce que j'ai souvent la question sur tout ce qu'on demande sur le côté personnel. Alors qu'on monte son entreprise, on se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? C'est pas de l'espionnage, c'est juste que quelqu'un qui monte son entreprise, il embarque, et il s'embarque, et potentiellement il embarque sa famille. Il va falloir que son entreprise gagne de l'argent pour nourrir
si tant est, voilà, qu'il y ait la famille ou les enfants. Donc, c'est juste qu'on prend ça en considération. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas juste prêter de l'argent à une entreprise. On est bien conscient que derrière, il y a potentiellement une famille. Et donc, on a besoin de savoir si tout ça, ça tient la route et si s'il ne remet pas éventuellement, voilà, alors j'élargis sur la famille, mais voilà, ce n'est pas de l'espionnage, c'est vraiment, je ne vais peut-être pas employer le mot bienveillance, mais c'est-à-dire qu'on le prend en considération aussi, cet aspect personnel. Voilà. C'est une obligation, enfin, c'est Et une obligation de et de la banque, tout à fait. au-delà de Voilà. l'analyse du projet. C'est ça, hein. On se doit vraiment, on parle à des. On n'est pas sur de la multinationale en général, donc tout ça, ça a des vraies implications, ça a des vraies implications familiales. Une entreprise qui ne fonctionne pas bien, derrière, il y a des soucis. Voilà, c'est dur, c'est éprouvant. En tout cas, là, c'est de l'expérience, donc c'est tout. Il faut juste le prévoir et il faut être assez ouvert à nous répondre. C'est de la transparence et il n'y a pas de souci à nous répondre en transparence. Alors, dans votre expérience, qu'est-ce qui est le moins bien fait en général dans les dossiers? Où est-ce que ça retarde? Où est-ce que ça bloque? Ce qui va souvent être le petit truc, c'est voilà, typiquement le prévisionnel, hein. Je reviens aussi aux conseils qui ont été donnés, hein. C'est le prévisionnel réalisé par le comptable, réalisé par la boutique de gestion et qui n'a pas été bien compris par le porteur de projet. C'est-à-dire qu'il s'est laissé guider par des professionnels et c'est très bien, mais il n'a pas été au bout de la curiosité, c'est-à-dire entre lui, ce qu'il ressent de son business plan, entre lui, ce qu'il nous raconte de son histoire de créateur et la traduction dans les chiffres, puisqu'il faut bien qu'on se base là-dessus, bah, il y a souvent des décalages, voire les réponses assez basiques. Bah, je ne sais pas ce que c'est le comptable qui a mis ça. Voilà, donc ça, c'est des éléments où ce n'est pas très grave en soi, hein, on est capable de. Mais évidemment, ça fait perdre du temps parce qu'on doit joindre le comptable, on doit avoir la réponse, on doit. Donc, c'est souvent plutôt des allers-retours. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'on a mis. Si on a échangé avec un comptable, avec la boutique de gestion, avec des conseillers, il faut savoir vraiment ce qu'il en retourne dedans, c'est-à-dire qu'il faut que ça se traduise tout ça. Donc c'est certainement le point qui en tout cas fait perdre du temps, hein. Bloquant, c'est pas le mot, mais qui peut faire perdre du temps. Alors après, un dossier très complet, alors là, je ne vais pas parler pour toutes les langues, mais malgré tout, hein, on va dire qu'aujourd'hui, des dossiers très complets, ça va vite. C'est l'histoire d'une quinzaine de jours en moyenne, voilà, et je suis même plutôt large, ça peut aller plus vite parfois. Mais ce n'est pas ça qui fait perdre du temps, hein. Ça met du temps quand vraiment plutôt le dossier n'est pas compris ou pas complet. Mais si on a tout ce qu'il faut, c'est des choses qui peuvent aller assez vite parce que la banque derrière, à la retranscription, à l'explication auprès de ceux qui décident, ça va assez vite si tout est clair. Donc voilà. Très bien. Et je me permets, pardon, Jean-Christophe, excuse-moi, juste, Mm. c'est bien l'un des rôles, en tout cas nous à la CCI, qu'on met beaucoup de pédagogie en se disant on prend du temps pour bien penser, pour bien préparer les choses. Il vaut mieux passer avec nous du temps en rendez-vous où on a des formations sur une semaine, on a des formations sur un mois et demi, mais c'est un très grand accélérateur pour la suite. C'est-à-dire que quand vous êtes face au banquier, ça va beaucoup plus vite parce que tout est bien préparé. Il faut prendre le temps au bon moment. Oui. Je voudrais qu'on arrive sur le concret. On a vu tout à l'heure que pour les investissements long terme, il y a des prêts long terme ou du crédit bail, voilà. Mais pour le court terme, les crédits de trésorerie, on va dire, qu'est-ce que c'est que vous proposez comme type de prêt? Il y a des prêts de campagne s'il y a des Voilà. choses. Ouais. Voilà. Donc, décrivez-nous en deux mots ce qu'il y a comme type Alors, de on va produit essayer de faire vite, pour hein, les voilà. différents Alors, ça cas. va déjà être en fonction de la typologie, hein, donc B2B, B2C, pour reprendre des termes un peu anglais, mais en tout cas, en fonction de à qui on s'adresse. Donc, quand on est chef d'entreprise, est-ce qu'on vend à des clients particuliers ou des clients professionnels? Il faut déjà au moins distinguer ça par rapport à ce qu'on vient de dire. Enfin, voilà, c'est que quand on s'adresse à un client particulier, normalement, on encaisse assez rapidement. D'accord. Alors, si on est un commerçant, on encaisse tout de suite. Si on est un artisan sur un chantier plus long, on va encaisser après le chantier. Par contre, si on s'adresse à des clients dits professionnels, potentiellement, et ça fait partie un peu de l'acte de commercial, on peut lui fournir un délai de paiement. Donc, je me fais régler par mon client 30 jours fin de mois. Voilà. Donc, il faut déjà remettre ça, bien comprendre ça. Et après, en fonction de tout ça, alors ce qu'on va proposer, c'est aussi en fonction de ce qu'on va juger, mais il y a tout un tas de solutions. Le plus simple que tout le monde connaît, ça va être le découvert. Voilà, j'autorise le compte à aller à moins quelque chose. Après, on va avoir donc ce qu'on appelle un billet de trésorerie, où là, on va, sur un temps donné, on va créditer le compte d'une somme d'argent. Et puis après, on va avoir des choses, le factor, le DAI. Donc là, on va s'adresser plutôt
sur du B2B, c'est-à-dire qu'on va faire des avances de factures, hein. Je le fais simple, hein, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça, c'est faisable. Ça sécurise plutôt la banque sur certains points. Donc, on a des solutions qui sont assez vastes, en fait, hein. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien comprendre pourquoi on le fait, à qui on s'adresse et pourquoi c'est mis en place. C'est plutôt là-dessus, voilà. Mais des solutions, il y en a beaucoup et qu'on peut mettre en place, y compris sur un créateur, à partir du moment où on a compris pourquoi il en a besoin. Et si lui a bien compris aussi pourquoi il en a besoin, mais si c'est très clair, on peut mettre en place des solutions de trésorerie dès le démarrage. Ça, faut le savoir, hein. Voilà, donc l'importance, encore une fois, de prévoir et de faire des plans de trésorerie et pour voir à quel moment on en aura plus besoin, quoi. C'est ça C'est le ça. message. Très bien. Pour conclure un peu, dans votre expérience, est-ce qu'il y a une période post-création qui est plus particulièrement risquée? Est-ce que c'est une durée ou c'est plutôt un seuil de chiffre d'affaires atteint? Enfin, quand est-ce que vous avez pu voir des cas un peu qui deviennent plus difficiles? Alors, un seuil en chiffres, non. Il y a un vrai tournant, hein, qu'on néglige, ou en tout cas, on ne s'attend pas à ça. C'est quand il y a une forte croissance de l'entreprise. Donc ça peut être lié à quasiment n'importe quel moment. Qui dit forte croissance, j'en reviens à ce qui était avant. Alors, ça peut être une augmentation du stock, augmentation de la créance. Enfin, on ne va pas rentrer dans les données comptables. Mais en attendant, on peut avoir une très forte croissance de l'entreprise, un chiffre d'affaires qui va fortement évoluer et le besoin de trésorerie en face également. Voilà, donc ça, c'est pas parce qu'on s'apprête à rentrer beaucoup d'argent qu'en bas, on ne va pas avoir un besoin d'accompagnement, parce que qui dit beaucoup d'argent à rentrer, dit beaucoup d'argent à sortir. Voilà, donc ça, mais ça peut intervenir à peu près n'importe quand en fonction de l'activité. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important à connaître. Après, il y a vraiment là, voilà, je ne vais pas spolier quoi que ce soit. Il y a les 3 ans, hein. Pourquoi les 3 ans? Là, c'est parce qu'on a des charges qui vont tomber, qu'on n'avait pas avant en tant que créateur et qui vont arriver. Voilà. Alors, ils avaient été mis, hein, dans le plan de trésorerie prévisionnel à 3 ans. Mais si on ne l'a pas relu, si on s'y attend pas, si notre accompagnant, donc comptable, voilà, ne nous alerte pas, on va peut-être un peu oublier. Et puis, il y a un moment, voilà, on n'avait pas pensé que certaines charges arrivaient. Et puis, il faut les payer, on ne les avait pas mis de côté. Donc ça, c'est souvent la période des 3 ans, où je pense aussi au moment où on doit se dégager un revenu. Voilà, en tant que créateur, on peut avoir des aides, avoir un complément de revenu. Et puis, à un moment, il faut aussi se payer, parce que j'en reviens à faire vivre voilà, le foyer. Donc là, c'est aussi important, c'est de prévoir ça dès le début, même si on se dit, voilà, je suis tranquille pendant 2 ans parce que j'ai les aides à mon complément de revenu qui est là, mais à un moment, ça s'arrête. Donc, tout ça, voilà, c'est les 2-3 ans, et puis une forte hausse du chiffre d'affaires qui peut intervenir à peu près n'importe quand. Très bien, c'est clair. Ok. Gillian, pour la même question pour toi, tu as vu des cas un peu comme ça à certaines périodes où ça devenait Bah, difficile? en fait, c'est ce qu'a dit Jean-Christophe, j'ai pas besoin de rajouter, mais j'ai en tête comme ça une entreprise qui tablait sur 40 000 euros de chiffre d'affaires la première année, et puis elle m'appelle en panique en se rendant compte que c'était 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et qu'elle a vraiment cette crise de financement d'hypercroissance. Et là, il faut être hyper réactif parce qu'il y a du stock à chercher, et là, il n'y a pas de moment. Donc, il y a des moments clés, on le sait, c'est quand les charges tombent, quand on peut plus, au bout d'un an, compter sur les allocations chômage. Sinon, il y a ces fameux imprévus. Très bien. On a une question, Euh, enfin, oui, je sais qu'on arrive à la fin, mais je vois à nouveau Éric Groux oui. lever la main. Oui, c'est gentil, merci. Non, bravo. Je voulais, enfin, Monsieur Suzanne, en bonne partie, comment on va dire, est intervenu sur des points que je voulais relever. Si je veux ajouter quelque chose, on l'a dit, hein, la trésorerie est bien un problème de long terme, mais comme ça a été évoqué, les variations du besoin en fondement, les variations du besoin de financement de l'exploitation sont proportionnelles, exactement proportionnelles au chiffre d'affaires. Vous avez un chiffre d'affaires qui progresse de 20%, votre besoin de trésorerie va augmenter de 20%. Toutes choses égales par ailleurs, hein, si les délais de règlement sont les mêmes, si les rotations de stock, etc., ne changent pas par ailleurs. Voilà. Donc c'est important, c'est ce que je voulait peut-être souligner, c'est de dégager un autofinancement, de dégager des résultats très significatifs. Le chef d'entreprise doit avoir l'obsession
de gagner beaucoup d'argent. Je vais le dire un peu comme ça. L'argent, c'est pas pour en mettre plein les poches, c'est le carburant de son entreprise. C'est ce qui va lui permettre de se développer. C'est ce qui va financer sa croissance. Et ça, c'est l'entreprise elle-même qui doit le générer. C'est l'autofinancement. Et donc, si, comme on le disait, il y a un parallèle, évidemment, la trésorerie, on doit la suivre impérativement à la loupe, savoir où on va, faire toutes les simulations qu'il faut, y compris avant de prendre le large, quand on est encore hacké, avec toutes les assistances que différents services, notamment à la Chambre, peuvent apporter. Voilà, faire toutes les simulations, et s'il se passe ci, s'il se passe ça, et si je fais ça, bon, les chiffres se remettent à jour, voilà. On a fait les différentes simulations, et après, on est condamné à gagner beaucoup d'argent. Encore une fois, c'est pas honteux, c'est le carburant de l'entreprise. Ouais, ça sera le mot de la fin, alors. Gagner beaucoup d'argent, très bien. Si, On va pourquoi peut-être pas. laisser les participants poser des questions s'ils ont besoin de compléments d'infos sur tel ou tel point. Alors, qui veut se lancer? Ouvrez vos micros si vous voulez cette fois. J'ai vu une main se lever. Euh, Madame Magloire, oui, vous aviez écrit un commentaire Oui, également, je bonjour. crois. Bonjour. Bonjour. Du coup, j'ai mis un petit message. Oui, je rebondis sur le BFR dont vous parliez tout à l'heure et vous avez évoqué donc la possibilité avec des assistantes administratives indépendantes. Et bah, du coup, j'en profite parce que je m'installe en tant qu'assistante administrative et en effet, c'est un travail de l'ombre, mais qui est en effet nécessaire et complémentaire à une activité. Et c'est vraiment très flexible, hein. Ça peut être sur quelques heures et voilà. Donc, donc voilà, je voulais préciser par rapport à ça. Je vous remercie. Non, mais une illustration, c'est vrai que c'est des métiers qu'on voit, enfin, on en voit beaucoup au niveau de la maison de la création, ce type de métier arriver. Donc, Oui, il y a de la ressource, il y a des besoins, il y a sans doute pour des artisans, des commerçants, la possibilité de s'appuyer sur les services de personnes. Ouais. tout à fait, oui. Ouais. Et puis c'est assez flexible, donc c'est vrai que c'est en fonction des besoins et puis des moyens, quoi. Hum. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être un mot sur la médiation du crédit, Madame Oui, Chacon, puisque vous oui, en occupez. volontiers. Ça peut être important que les gens sachent que ça existe et comment ça fonctionne. Volontiers. Donc, en fait, comme on l'a dit précédemment, la relation avec le banquier, c'est une relation importante, primordiale, indispensable, nécessaire. Je vais arrêter là dans les qualificatifs. Pour autant, quelquefois, cette relation avec ce partenaire peut se dégrader. En fait, un banquier peut tout à fait, pour des raisons donc, de mauvaise communication, pour quelque raison que ce soit, en fait, dénoncer un découvert qui avait été autorisé, pardon, dénoncer en fait une ligne de crédit ou refuser un financement voilà, pour des raisons qui sont souvent avérées, qui sont souvent pertinentes. Donc, le chef d'entreprise se trouve dans ces cas-là un peu démuni. Donc, il faut savoir qu'en fait, dans ces cas-là, il peut tout à fait saisir la médiation du crédit, qui est donc le médiateur, c'est donc la Banque de France. Et le but de cette médiation du crédit, qui est un service gratuit, je précise, eh bien, en fait, ça va être de renouer le dialogue entre le banquier, le ou les banquiers, et le chef d'entreprise. Donc, la médiation du crédit n'a pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit à la banque. Elle va simplement permettre de renouer le dialogue. En fait, vous parlez un langage de chef d'entreprise, vous êtes artisan, vous êtes commerçant. Comme l'a dit Monsieur Suzanne, eh bien, en fait, il est en attente de documents très précis. Et en fait, quelquefois, en fait, la relation est rompue. Nous, on est là pour justement remettre un peu de dialogue et essayer de trouver un compromis, retrouver une relation gagnant-gagnant voilà, en trouvant des compromis qui conviennent aux deux parties. Donc, n'hésitez pas si vous aviez malheureusement une relation qui se dégrade pour quelque motif que ce soit, à saisir la médiation du crédit. On avait Très bien. une question, enfin, un participant. J'ai juste le prénom Vincent. Ah, voilà. Vous pouvez Oui, ouvrir votre micro. Voilà. ouais.
Ouais, bonjour. Merci déjà pour la présentation, très intéressant. Moi, j'ai une activité en fait déjà qui existe et je voudrais lancer une nouvelle société avec un associé. Et donc, on me demande dans le cadre d'un financement de réaliser un prévisionnel financier. Sauf que c'est une activité qui n'a rien à voir avec mon activité actuelle. Enfin, en fait, c'est un logiciel. Alors que là, je suis plus sur la partie consulting, conseil, marketing digital. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il faut être au plus proche de ce que nous, on a en tête en termes de possibilités, ou est-ce qu'il faut peut-être un peu surestimer, être un peu plus ambitieux, on va dire, que la moyenne quand on cherche un financement, ou alors il faut être voilà, assez cohérent et pas essayer d'être trop ambitieux, entre guillemets. Je vais répondre, alors peut-être, c'est peut-être ma partie. Non, il faut essayer de coller à ce que vous pensez vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est toujours une histoire de discussion. Voilà, comme je l'ai dit, un prévisionnel, il faut le comprendre, il faut que vous le maîtrisiez quelque part. Donc, si vous êtes sur quelque chose qui est ou exagéré ou minoré, hein, d'ailleurs, ça va souvent dans les deux sens, à un moment, si on discute assez longtemps et qu'on comprend bien où vous allez, on comprend bien qui vous êtes, on voit que vous maîtrisez bien tout ça, on va voir qu'il y a un décalage par rapport aux chiffres en fait. Donc, et on va du coup avoir une petite incohérence qui, voilà, légère, hein, voilà, parce on est quand même habitué à ce que les chiffres ne collent pas toujours. Mais non, je pense qu'il faut vraiment essayer d'être le plus réaliste possible. C'est aussi là-dessus où on va pouvoir vous accompagner, donner des conseils, échanger. Euh, Vous êtes réaliste, hein, je vais reprendre quand même des exemples. En tout cas, voilà, vous êtes le plus réaliste possible, vous vous faites accompagner, c'est juste. Et puis, vous trouvez qu'il y a un petit décalage de trésorerie. Voilà, vous dites, ah zut, ça va pas faire bien. Ou il manque quelque chose pour financer quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Bon, bah, en tout cas, si on comprend, on peut toujours essayer de trouver une solution. Voilà, c'est aussi ça qui peut passer. Voilà, typiquement, hein, un banquier peut dire, voilà, moi j'ai envie de vous suivre. J'ai tout ce qu'il faut. Par contre, bah, là, votre truc, il est un tout petit peu juste. Est-ce que vous ne pouvez pas aller vous chercher un peu de capitaux à l'extérieur? Donc, j'en reviens, les subventions. Non, non, il faut être le plus juste possible, le plus réaliste possible, comprendre. Voilà, si c'est votre création, il faut que vous ayez la maîtrise de ce que vous projetez, même si on ne projette jamais sur 10 ans, hein, je vous rassure. Hein. On peut, au bout d'un an, ça peut être complètement différent. Mais en attendant, il faut essayer d'être au plus juste possible. Oui, oui, ça Ouais. là-dessus, je suis assez. Parce que, en fait, Excusez-moi, dans votre question, j'ai cru entendre un peu la musique start-up là, et c'est vrai ouais, que le type de raisonnement qui peut être appliqué à une start-up, c'est pas tout à fait le même que celui-là, on est bien d'accord. ouais, Par contre, effectivement, start-up, ça veut dire proposer un projet qui a des potentialités énormes mondiales, enfin au moins plusieurs pays, etc. Avec il faut faire rêver les investisseurs. Et là, du coup, on est sur des levées de fonds avec d'autres types d'investisseurs et qui n'ont pas effectivement le même raisonnement. Ils vont raisonner en fonction de ce que vous pouvez être capable de leur proposer comme rêve. Mais il faudra évidemment l'étayer par des éléments commerciaux assez tangibles. Hein. Donc voilà, ouais. voilà, c'était juste la nuance que je voulais apporter. Ouais. Bah, justement, sur cette partie-là, donc je suis en contact avec Initiative Anjou et Angers French Tech. Ouais. Et du coup, en fait, l'idée, justement, alors moi, ce ne serait pas de lever des fonds, c'est vraiment d'autofinancer au moins au début et d'envisager ça plus tard. Mais du coup, c'était en effet ouais, une question un petit peu associée. C'est étant donné que ça peut partir très vite, comme ça peut ne pas partir très vite, on va dire, c'est assez pour moi difficile d'établir un prévisionnel qui va être 100% backé par des données qui sont vérifiables ou cohérentes. Parce que quand je vois mes concurrents, par exemple, quand je les analyse, je vois que globalement, en 6 mois, par exemple, ils peuvent avoir fait des millions de chiffres d'affaires. Et donc, du coup, bah, c'est un peu difficile, moi, de me projeter là-dedans, parce que je me dis, c'est pas parce qu'eux, ils ont réussi que moi, je vais y arriver. Et donc, du coup, c'est voilà, c'est quelque chose où est-ce qu'il faut que je sois quand même cohérent vis-à-vis de mes concurrents, par exemple? Ou alors, par exemple, il y en a un qui a fait, en première année, il a fait plus d'1 million d'euros. L'autre, en 3 mois, ils ont ajouté 2 millions d'euros de chiffre d'affaires alors qu'ils partaient de 300 000 euros à la base. Et en fait, c'est un peu de se dire, est-ce que en me basant sur ces données-là, je peux donner ce contexte-là aux banquiers et donc aussi bah voilà, à mes partenaires financeurs pour qu'ils comprennent aussi du coup mon prévisionnel financier et qu'ils se disent ah c'est pas totalement décorrélé de la réalité parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait aussi de leur côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors moi, je vais répondre. En fait, là, effectivement, on est sur un esprit start-up. Donc, aujourd'hui,
Là encore, il faut vous faire accompagner des bonnes personnes. Donc là, par exemple, hein, moi, je prends mon cas. Ce que vous m'expliquez, vous venez me voir, vous me l'expliquez. Bon, j'arrive à peu près à comprendre. Je passe la main. Je passe la main à mes collègues spécialistes justement dans les startups, d'accord, qui sont en capacité d'avoir un raisonnement, qui ont effectivement une expertise sur ce domaine-là, qui potentiellement vont vous dire, bah non, là, vu ce que vous êtes en train de me dire, effectivement, c'est pas du tout du prêt bancaire classique comme on vient de l'évoquer parce qu'on en est très loin. Mais en revanche, il faut aller chercher des levées de fonds, du business angel, du soutien public, que sais-je en fait. Voilà, mais au moins, ils pourront vous mettre en relation avec ces interlocuteurs-là. Donc, il faut juste trouver le bon interlocuteur, y compris dans l'établissement bancaire. Hein. D'ailleurs, ça là-dessus, il n'y a pas de sujet parce qu'effectivement, on n'est pas du tout sur quelque chose, en tout cas comme on l'avait évoqué là, mais ça ne veut pas dire que les fondamentaux, en tout cas, se faire accompagner des bonnes personnes, voilà, comprendre ce qu'on fait, comprendre, ça marche quand même, d'accord, mais effectivement, faudra essayer si c'est, en tout cas, c'est quelque part dire je peux ne pas décoller